Alors, il s'agit d'un film qui s'appelle un film d'Allemagne de Hans-Jürgen Sieberberg, que je respecte beaucoup, mais qui a eu cet malheur de ne pas faire son film dans une époque de réseau informatique comme moi et aurait. Il aurait pu publier en séquence son film de 10 heures et il n'aurait pas de problème, comme moi, d'auditeur et d'une audition digne de son film que je n'ai pas vu. Mais j'ai lu beaucoup sur ce film et la Collabat citait Hans-Jürgen Sieberberg. Et ce matin, effectivement, j'ai vérifié les pages 94-96, exactement comme je me suis souvenu. J'ai utilisé dans mon film, j'ai fermé le livre. Maintenant, je suis en méditation, mais un seul petit truc qui entre dans le sujet de l'économie générale de nom propre, Sieberberg, et database RAN. Voilà. Si vous avez compris la connexion, vous avez tout compris. En allemand, donc, il y a des noms propres qui viennent de quelle profondeur de l'histoire, j'en sais rien, mais qui dit Sieberberg. Monsieur Sieberberg, si vous êtes en vie, je vous salue et je vous envoie mes salutations. Question difficile et cruciale, qui a un rapport avec la naissance ou acceptation comme institution et déroulement de ce qu'on appelle en général ou au sens restreint la littérature, y compris les livres de l'histoire, y compris, à mon avis, vu la correspondance de Descartes avec la reine de Hollande ou Suède, y compris la philosophie, est un genre d'abord qui se diffère, n'est pas statique. Il se distingue en sous-genres comme scolastique et comme moi, etc. Donc, c'est une question sérieuse qu'il faut commencer par dire, par un aveu toujours, parce qu'on est toujours dans le cogito cartésien. On ne peut pas être sûr des terrains des autres, des archipels, des Caraïbes ou de Madagascar, de la France, Sud-Afrique du Sud, etc. Voilà. Je vais d'abord répéter Chablon Chem, là où il n'y a pas de loi, c'est-à-dire loi écrite, ou là où il n'y a qu'un souverain dont la parole vaut la loi, et là où le souverain ou ses descendants, ses proches, suivront Ancilla, pour ces Ancilla, pour se protéger. S'il décide d'acheter un kiosque au Bosphore, dans ce moment comme ça, des ouvertures de nouvelles kiosques, c'est-à-dire Grand Palais, avec 350 İçoğlanı et 350 la femme georgien qui vaut 300
dort dans un marché à Istanbul au XVIe siècle, là où on est en guerre avec les, malheureusement, Autrichiens. Les Autrichiens, bien sûr, ne sont pas de Vienne, mais de Bessarabia, Roumanie, toute Hongrie, toute Yougoslavie, Belgrade, c'est toujours l'Autriche. Et les Ottomans, bien sûr, avaient la propriété passagère par conquête, majorité de cette terre dont je parle. Donc la question de l'Europe, quel rapport avec notre Holy Coran? Voilà, là où il n'y a pas de loi, il y a un Holy Coran qui dit vaguement la loi, là il n'y a même pas une table de loi, mais de mœurs bien musulmans, strictement musulmans, mais le problème c'est que personne ne comprend très bien arabe et il s'agit des Turcs, pour l'instant d'Istanbul, dans l'économie restreinte, c'est-à-dire que tout le monde est intègre. Je lis et ces réflexions viennent en partie d'un roman très excentrique et qui entre dans le genre de roman historique sans aucune fort mouvement, de Recep Ekrem Koçu, dont le titre Esirci Bashir, c'est-à-dire un ministère intérieur qui s'occupe avec les affaires des esclavagismes dans l'Empire ottoman, qui a des privilèges, etc. Effectivement, il y a Prime Minister, qui est le petit copain, c'est-à-dire comment on appelle, Yakin, non. Voilà, petit protégé avant qu'il devienne le sultan, on parle de Ahmed III, et son petit amant d'enfance dans le palais. Nevşehirli Ibrahim Pacha, là, ce Pacha qui a un sens de protéger son intégrité et qui refuse dès qu'il Ahmed III devient sultan, il refuse de devenir tout de suite Prime Minister parce qu'il y a une guerre avec les Autrichiens. Bon, Holy Coran, dont on lit les versets par cœur, mais en arabe, donc sans comprendre. Mais il y a un sentiment d'intégrisme dont le sultan et le courtisans sont exclus, c'est-à-dire ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas tenus de suivre les règles du Coran, dont les règles sont très simples, parce que Ibrahim, petit amant de sultan Ahmed, il va se marier avec la plus petite fille qui est devenue veuve d'Ahmed, et il sera encore plus proche. Bon. Donc, en ce qui concerne la littérature, donc, on offrait des œuvres, soit poétiques, Roubaï, etc., pendant ces ouvertures des grands palais sur le Bosphore, et des œuvres de là, ce qu'on appelle histoire offerte
on parle d'un manuscrit offert au sultan et bien sûr en attente d'une bonne morceau d'or qui va vous aider dans vos travaux pendant au moins 5 ans et que vous allez nourrir votre famille et avoir une vie correcte pour travailler et continuer à écrire sur votre sujet, mais sous la forme, vous devrez écrire entre guillemets littéraire, c'est-à-dire que c'est pas un livre scientifique, mais c'est un livre d'histoire offert à un sultan précis à un moment donné, précis dans une époque, précis et surtout dans une ouverture d'une palais. Voilà. Il ne s'agit pas d'une prophète, il ne s'agit pas d'une prière à Dieu, mais c'est une genre séculaire. Un genre séculaire qu'on appellera plus tard l'histoire, le livre, les livres, les études d'histoire. On n'a pas eu beaucoup de changements depuis. Et dès qu'on n'a pas pensé sur ces procédures institutionnelles, c'est-à-dire paragon, ou ce que j'appellerais l'accès, les moyens d'accès à la vérité, et que Habib Warburg appelait tout simplement par un raccourci extraordinaire, c'était quoi? Bijwerk. Ce qui nous pousse à travailler, ce qui se tourne autour de notre travail extrêmement intime. Nous donnons notre vie, notre temps, tout. Et nous devons absolument entrer dans un genre fort. Alors que Socrate disait que je veux voir, dis-moi, raconte. Mais son histoire, ça va finir encore plus tragique dans ce récit de Timée, dans ce passage, dans cette séquence. Pour être clair, je veux dire maintenant, ça va finir. Selon les dires transmis à partir de Solon et de son petit-fils, jusqu'à nous, jusqu'à cette assemblée, là où on parle, et cette œuvre, c'est ce qu'on parle ici, va devenir une œuvre qui sera intitulée Timée. Et là, cette séquence finie, c'est-à-dire le roman, à l'intérieur d'une discussion, dialogue philosophique, finit avec ces mots-là. Ah, nous les Grecs. Ah, vous les Grecs. C'est une citation d'une prêtre égyptienne. Vous êtes comme des enfants. Vous ne connaissez pas votre propre histoire. C'est nous que nous tenons vos archives. Voilà. Un roman devait finir comme ça. Après avoir dit tout, un grec va dire que oh, comment tu sais, tu n'es même pas un grec, tu es un égyptien, tu n'es pas venu en Grèce, tu n'étais pas Athènes, tu n'étais pas Agora, comment tu sais tout ça? Voilà, ce rire de fou, c'est le mien. Et ce qu'on appelle la littérature au sens général. C'est bizarre ce processus d'anamnésis. J'utilise pas le mot anamnèse, mais orthographiquement, effectivement, ça m'a fait des difficultés avec une correction automatique de l'orthographe. Eh bien, anamnésis, c'est-à-dire élargissement d'un champ d'horizon, ou bien, pour parler à Bergson, c'est quoi le fond du connu, c'est-à-dire tout le passé
inerte, il remonte à la surface. Et c'est quoi, je trouve des moyens, occasions, pour ne pas dire des trucs, pour secouer. Ce sont des petites astuces pas trop ingénieuses, comme dans la réalisation théâtrale de Foucault, mais l'œuvre en progrès tourne autour justement de cette réalisation. Le mot réalisation, effectivement, utilisé d'une manière ironique, peut-être par Foucault, parce qu'il il fait justement dans ces passages le procès de être et non être. Réalisation n'est que théâtrale dans son cas, dans l'exemple qu'il a donné comme procédé entre guillemets scientifique dans le traitement des maladies mentaux. Eh bien, moi j'avais dit que ça me rappelle quelque chose, ce procédé, comme dans son postériorité dans l'analytique, dans le cure psychanalytique et dans le fait qu'on appelle le transfert. Mais moi, j'avais thématisé même performé de manière encore théâtrale. C'est ça, le mimésis qui entre sous le titre d'une fiction autobiographique. Mais pourquoi autobiographique, je le dis ça peut être une fiction théorique, justement, théorétique, une hypothèse, comme dans le cas de l'hypothèse du tableau volé ou tableau déplié, plié ou dérobé. Et oui, le chaînon absent, qu'il faut peut-être laisser dans son absence pour continuer à faire du sens, comme le zéro de Lyotard, qui vient bien sûr de ce signifiant zéro inventé par, bien sûr, à partir de Saussure, par Lévi-Strauss, et qu'on a thématisé chez Strauss, Lévi-Strauss, par le concept et mot mana. Voilà, le vide, l'absence du fond, fondation, fondement, depuis Nietzsche déclaré, et ces analyses pourquoi pas, de Marx concernant la source de richesse. Ce ne sera ni terrien, comme dans l'analyse de richesse, entre guillemets, ni monétaire, de l'ordre de l'intérêt gagné dans le marchandise, dans l'échange de marchandises, donc du commerce. Eh bien, surplus, excédent, plus-value, entre dans notre sujet. L'excédent, on voit encore dans les écrits de Jean-Luc Nancy, et que je veux thématiser d'une manière très vite dans mon contexte à moi, justement en ce qui concerne ce qui reste en dehors du cadre, ou dans cette recherche de horizon, ou bien c'est quoi le fond. Et si tout remonte à la surface, peut-être Deleuze objectera de manière très juste en disant que tout est déjà dans la surface. Il ne faut pas chercher les choses dans la profondeur. Ce n'est qu'une illusion optique, comme une cuillère cassée pour la raison dans une tasse de thé transparent à la turque. Donc la barre est cassée. La barre est fracassée et la barre est en tournement. C'est Lyotard qui a l'air d'utiliser une certaine glossaire
à la Marcel Duchamp, parce que Marcel Duchamp aussi, il inventait son propre vocabulaire un peu codé, n'est-ce pas? Chute d'eau, éclairage à gaz à tous les étages. Alors qu'il parlait d'une chose ineffable, mais pourquoi ineffable? C'est ça. Notre sujet tourne autour de ce vide ineffable ou bien l'interdit. L'interdit qu'on n'a même pas nommé, mais pourquoi ne pas essayer? C'est ça que je suis en train de faire tout en séquant le fond du souvenir en inertie. Et je n'arrive pas, parfois, mais je possède de plusieurs aspects, donc j'attaque de plusieurs fronts, même pas toujours aux mêmes choses, mais par des diverses, disons, accessoires de mobilité, pour mobiliser justement et pour intensifier en vitesse un processus qui allait sclérosé ou squelettique, devenu oiseux, etc. Ce que je veux dire en intervenant avec le concept de survalue, ce qui fait valeur dans les échanges humains, et le surplus excédent. On morde la vie ou les biens matériels, mais ce qu'on morde, justement, on essaie avidement essayer de trouver une miette de sens. C'est pas peut-être de l'ordre de biens matériels, mais cet excédent de sens qui nous échappe, à laquelle nous sommes à la recherche, auquel nous sommes en recherche. Alors, excédent, surplus, et même, on peut dire, ce qui est inusité, pour parler à Baudrillard, en chômage. J'ai dit inerte, inusité, et en chômage. Le désir en chômage chez Baudrillard, n'est-ce pas? Je crois que ça se passe dans la transparence du mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai parlé après le renversement du revirement et d'une certaine quadruple sous la forme de Z, bien connu par un mouvement structuraliste qui a l'air d'expliquer justement le mouvement dialectique. Excédent, ce qu'on rejette, ce qu'on met à côté. Nietzsche avait bien exprimé sur ce sujet en disant qu'en fait, c'est le besoin qui nous guide, le besoin quotidienneté, pragma. C'est au détriment d'un pragma établi que nous sacrifions plein de possibilités de la vie. Nous ne sommes pas encore ce qui est capable encore. C'est encore Spinoza qui est répété par Deleuze. Alors, dans notre métier de cinéaste, producteur, régisseur, on tourne, on ramifie l'esprit, et on obtient des bobines de films, et bien, quand on commence à s'asseoir dans la table de montage, et on sacrifie plein de bobines de films. Pour faire quoi? Pour schématiser, pour faire entrer notre histoire, s'il y en a. Justement, c'est ce qu'il faut, un scénario. Ce qui me manque dès le départ. Pas de programme, pas de scénario, pas de livret d'opéra. Est-ce que le film a déjà commencé? Le film a bien terminé. On fait des recyclages, n'est-ce pas? Alors, on sacrifie le surplus, excédent. On ne supporte pas
ce qui ne supporte une substance au sens où il est légitime de dire et de poser la question qu'est-ce que la substance aujourd'hui? Est-ce que c'est moi, la substance, l'auteur, le véritable sujet, hypocaïmenon? Ou bien c'est comme l'allusion très clairement Lyotard, le concept. Le concept au sens justement hegelien du terme, le concept établi et qui égalise, identifie au capital. Dans le même texte de ouverture à la surface libidinale, c'est au capital, c'est-à-dire au concept établi aujourd'hui, qu'on sacrifie l'excédent surplus du sens. Voilà, en essence, ce que je voulais dire. Et dans notre métier, on coupe, on fait censure, sur la motion, justement, motion de censure, sur la motion, sur ce qui est en flux, en coulée perpétuelle, on coupe, on découpe. Bien sûr, notre destin, c'est la finitude. On schématise, on découpe, on racole le morceau et on revoit. Mais pourquoi? Et c'est pas un exercice de style, pas toujours, mais pourquoi pas, d'une manière pédagogique, ça peut servir à beaucoup de choses, surtout dans l'apprentissage des beaux-arts et pourquoi pas d'un esprit poétique, dans l'évolution d'un esprit poétique, ou pour ne pas dire retour, c'est ce qui voit les choses, l'histoire, la profondeur, dans la surface même, justement, dans ce que j'ai appelé l'invisible devenu fade, effacé, trace en tant qu'effacé, c'est ça notre sujet quand même, depuis quand même 2 jours, là où je parlais de revirement. Et aujourd'hui, je ne sais pas, le matin très très tôt, je suis encore dans une certaine d'hôpital, et je n'ai pas trouvé mes travaux filmiques et analysés sur l'hôpital Salpêtrière et tout accès à l'alchimie et à la peinture, et c'est dérobé. Voilà une colonne absente. Et j'ai fait beaucoup de choses et j'ai fait des retrouvailles. Qu'est-ce que je trouve? Alors, Psychagogie. Le film en question, une fiction théâtrale, une réalisation théâtrale qui se montre ses dessous, c'est-à-dire son cuisine, c'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme une catharsis ou une véritable théâtre, mais c'est un théâtre de théâtre, donc il ne s'agit pas d'un théâtre, un théâtre analytique. Ce qui n'est pas identique avec une psychagogie, mais j'ai fait exprès pour expliciter comment ça fonctionne, psychagogie, tout en restant dans une certaine ironie et fictionnalité, bien sûr. Et faussement, bien sûr, au-delà du vrai et du faux, et au-delà d'être et de non-être, c'est-à-dire personne ne peut comprendre véritable intention, s'il y en a, mais on peut saisir par une certaine intuition, pourquoi pas, à partir des indices que je mobilise, justement, comme des accessoires, un cube déplié, un couche à lierre, un paisible retour d'un fils prodigue, un pêcheur dans un lac que j'ai moi-même dessiné, dans une fontaine, non pas fontaine à la Duchamp. Eh bien, ça fait trop. Comment couper? Découper, c'est simple. Pourquoi découper? Alors, il y a 2 méthodes. Ou bien vous allez soustraction, vous allez faire une soustraction et vous allez obéir à une ligne dominante et faire entrer votre produit ou bien votre improduction, votre dissémination, je dirais, dans un concept qui n'existe pas par son essence, mais qui est réalisé selon Hegel, un concept
Il n'est pas quelque chose de l'entendement comme chez Kant, mais chez Hegel, c'est quelque chose complètement réalisé, là jusqu'au point où on ne peut pas se rendre compte qu'il y a un concept là. C'est-à-dire le réel, réalisation, c'est un concept. Une réalisation théâtrale aussi, c'est un concept, mais Kant dirait que oui, peut-être, mais ce sont des quasi-concepts, concepts élargis. Donc, ce sont des idées esthétiques encore. Si on parle, voilà, les idées esthétiques, ce sont des concepts de la raison, et non pas de l'entendement. Jamais. Moi, je ne veux pas quitter l'entendement et ni non plus me loger confortablement, si c'est possible, dans la raison comme faculté. Alors, rester dans la source jaillissante de noésis, noésis, je prononce mal, mais je voulais dire la pensée pensante, au sens aristotélicien ou darwinien. Eh bien, pourquoi c'est confortable? Parce que c'est... Là, je suis là-dedans. Je ne suis pas trop dérangé et je ne suis pas trop désorienté non plus par cet excédent qui me nourrit avec un certain mouvement d'invagination, ce qui sort de moi ou de l'histoire, ce qui sort du concept comme détritus, comme déchet, comme excédent, se recycle en moi, mais le problème, c'est que l'autruche, le rapport de l'autruche qui enfonce sa tête dans la terre pour ne pas être vu, alors qu'il il est vu par tout le monde, sauf que lui, l'autruche, ne s'en rend pas compte. Alors, c'est sûrement mon cas, comme le cas de plusieurs, entre dans cette catégorie d'autruche, que sûrement Lacan en a parlé, mais je n'ai pas dans mon mémoire. Et la communauté, entre guillemets, non pas ma communauté inavouable ou introuvable, de communauté de visionnaires, mais le média dans lequel j'expose m'avertit et a supprimé l'un de mes films qui faisait 2 volets. Une première partie est supprimée sans un deuxième avertissement, parce que sûrement ils m'ont averti, mais j'ai oublié de l'effacer et j'avais mis en privé, etc. Et il s'agissait justement de cette archive que j'ai obtenue, dont je parlais après les travaux de Michel Foucault, suivant un besoin de, non pas illustrer l'histoire, de le réaliser, entre guillemets, en soulignant ce mot, réaliser et donner à l'intuition, d'abord à moi-même, et bien, pour être instructif à nos contemporains, à travers mes films, c'était supprimé pour une simple raison que cette communauté concernait tout le monde et non pas une section d'humanité ou bien une classe élite. Et dans les rares cas, il permettait à montrer ce genre d'images et de propos, et pour la raison pédagogique et artistique, et c'était encore très rare. Donc c'est quelque chose, un monopole des sites comme concept aujourd'hui dominante de ce qui est excédent, de ce qui est à couper, ce qui ne rentre pas dans les schèmes et ce qui est montrable et immontrable. Suis-je clair? J'étais censuré, mais comme tout le monde. Donc,
la question de liberté, libre arbitre, est un concept violemment établit sa souveraineté, mais figure des souverainetés qui ne sont pas drôles ni burlesques, mais une interrogation sérieuse sur la notion de souveraineté chez l'humain. À condition qu'on peut distinguer des lois de forêt, donc de l'animal, que donc nous sommes incapables. Donc l'excédent, l'un des excédents dans ce matin que j'ai dû sacrifier ou bien repenser, la place dans le concept ou dans l'anticoncept, soit dans une vision mimétique, soit dans une sérieux fin, comme dans une réalisation non pas théâtrale mais scientifique. Alors, d'abord, cette scène, ou bien mise en scène qui s'est passée dans les îles, de l'insularisation et seulement dans une pensée encore productive qui donne des figures et des mises en scène comme dépliées cette fois-ci de manière très précoce. Déplier le cube, en faire une couche de lierre et faire semblant d'avoir un réseau et se communiquer avec les télésecrétaires, donc à distance, jubiler en quelque sorte ma théorie dite de sablier, dont la forme n'est qu'un Z, zeta, etc. Et deuxième, c'est de notre temps, de mes visites hospitalières, très hospitalières à Samathia, là où la chanson et le poème Cosa Sui est composé et exécuté sur place. Donc là, je suppose, dans ces jours-là, dans le même lieu, j'avais apparemment fait un enregistrement qui s'appelle Refondation de l'Église. Alors, ce matin, j'ai décidé de faire de tout cela quelque chose qui sera un suivant à mon film de revirement. Donc, ce serait de l'ordre de quelque chose comme du délaissement au redressement. Donc, je parle d'une manière bizarre d'une certaine refondation de l'Église, que j'explique bien le contenu de ce que je comprends du concept de ecclésia et de communauté, et je projette cela comme une œuvre future des États-Unis, mais j'allègue, je cite souvent ce texte célèbre qui vient de Heidegger d'ailleurs, de Jean-Luc Marion. En ce qui concerne le concept du capitalisme, c'est-à-dire réalité ou sécularisme, tout ce que vous voulez, dans ce monde de globalisation apostolique, ce sera encore l'un des versants indéniables de la révélation christique et concernera l'essence du christianisme. Donc ça devient quelque chose qu'on ne peut pas falsifier, christianisme, même dans chaque acte d'injure qui fera un tableau encore d'une scène de moquerie de Christ à la manière d'une fra angelico que mon archive contient également. Illustre tableau concernant moquerie de Christ. Donc, insulte, parjure, sera impassible pour cette doctrine inébranlable.
Donc, refondation de l'Église, de plusieurs aspects, est projetée dans ce sens-là par moi. Là, peut-être je vais utiliser ça pour parler de la refondation, ou bien Errichtung, dont parlait ce poème allemand que je n'arrivais pas à traduire en français, en anglais. Redressement, Errichtung, de ce qui n'a pas de fond, sans fond. Alors, ça fait déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire, Caputo, des universités américains très théologiques, et notre communauté intime, notre média sur lequel nous sommes protégés par l'ombrage, comme disait un certain Diogène face à Alexandre II, je suppose. Eh bien, Alexandre le Grand, ça fait trop, mais voilà, je vous expose encore une synthèse passive-active, c'est-à-dire mon intervention est minime, alors que tout est déjà dit et fait, mais d'une manière discrète. Et bien sûr, le but n'est pas une refondation, mais pourquoi pas une Reich. Justement, dans ce poème, il s'agissait d'une refondation de l'Éden, comme une création, récréation, Errichtung, une récréation d'une jardin d'Éden comme jardin des délices, entre guillemets, dans ce monde, c'est-à-dire dans une république. Voilà, notre rêve américain, way of life, qui nous incube de pensée. Aujourd'hui, comme le concept qui s'approprie, qui s'exproprie et qui s'exporte, à nulle part et à partout dans le monde globalisé. C'est ça à peu près le sujet sur lequel je volais très tôt, avant de me rendre non pas à l'école militaire de Port-Royal, ni au moins des logiciels de Port-Royal à Pascal, qui était un matérialiste suivant, n'est-ce pas, justement Althusser qui analysait l'idéologie comme concept, comment ça fonctionne. C'est à partir d'un certain fragment de Pascal qui m'a orienté justement dans mon développement du concept et de pratique, non pas de pédagogie, mais de psychogagie. Dans l'un des titres, j'avais écrit non pas psychagogie, mais psychagonie, agonie. Donc ça aussi, c'est extraordinairement parlant comme faute ou volontaire ou involontaire, psychagonie, agonie. Notre psyché est en agonie. C'est le temps de refonder. Je ne sais pas si c'est une ironie ou bien quoi. L'idée d'esprit, tous ces statuts sont très beaux et les dessins emportent le deuil et dans une cheveux d'agonie. Et là où toujours un fils prodigue qui est en retour de son circumnavigation, c'est-à-dire toute cette tour d'horizon que j'appelle anamnésis de l'histoire, même l'histoire qui se pense en moi
non pas la nature qui se recycle seulement, mais fait l'événement à moi. Une autre façon de dire que le fini, par le moyen fini de mes capacités, j'obtiens une certaine, non pas l'infini, mais illimité. D'où le besoin, entre guillemets, d'un découpage et d'une censure, ou bien motion de censure qui va choisir des accessoires de mobilité à Bivaboug de son archive pour réactiver comme justement une tribune d'énergie nucléaire réactivée et faire entrer dans un choc les particules élémentaires, je dois, comme le titre de Lévi-Strauss, éléments de parenté, pour ne pas parler directement des choses de l'ordre de par maudit de bataille. On parle en anthropologie à la structure élémentaire de la parenté. On est là dans une neutralité et une fadeur et qu'on appellera bien sûr mythologie blanche, et les autres peuvent appeler un métalangage, métadiscours, c'est-à-dire le discours scientifique ou bien discours thérapeutique, tant mieux. Il y aura tout de même un moment, une diocratie à se demander, non pas à se demander, parce que moi-même j'en sais quelque chose, mais à se demander pourquoi je parle pas turc alors que je vis en Turquie et je suis turc, pourquoi je parle un français incompréhensible. J'ai faim par profession pédagogique et enseigner, ouvrir les chapitres et fermer, faire des examens. On fait des examens pour rire, colporter à droite, à gauche, dans l'atelier, créer des marchandises, des tapis de carrément, non pas carrément, mais carrément qu'on y a de toutes les vilayettes en hiver, n'est-ce pas, à taille, non pas réellement, mais imaginairement dans cette fiction très française, très catholique et très croisade, à taille Antioche, et voir comme, non pas Gauguin quand même, non pas comme Rimbaud, mais n'importe quel, un colporteur français qui cherche, au lieu d'aller à Louisiana, à Saint-Louis, aux États-Unis, ou en Brésil quand même, là où on colporte autrement les Brésiliens, surtout l'anthropologue français, et tout ça, en Suède c'est autre chose, etc. Voilà ce voyage, le mot secret, discret, qui est prononcé par Lyotard, n'est-ce pas?
Voyage, c'est-à-dire, cette envie de partir chez les Européens, les Hollandais, les Français, les Britanniques, d'emblée, etc. Autre nom de cette économie libidineuse, c'est le colonialisme vu du côté d'Edward Said, ça donne une image terne, alors que dans l'époque de Flaubert, c'était autre chose, etc. Et les hammams turcs, ben turcs, etc., Kabe, mec noir, pierre noire, etc. Et dans les déserts, l'espoir de trouver, non pas des mirages, de festins romains, de mitras, cultes, etc., mais de simples sources d'eau, jaillissement non, mais une certaine humidité dans l'épiderme des cactus, etc. C'est l'histoire du monde passé brièvement. Et l'homme oedipien aime partir. Quoi? Pouvoir partir pour avoir ce résultat aujourd'hui que n'importe quel exemple peut faire l'entrée, c'est-à-dire n'importe quel symbole déduite à ses racines, non pas à l'essence, à la substance, mais au trait du trait, ça fait que dans le même devenir, justement, l'essence même du devenir, ça fait que un mécontentement, n'est-ce pas, un certain dégoût de capital, autrement capital de la douleur, pour ne pas dire capital, qu'est-ce qu'on disait? Attendez, n'est-ce pas? C'était une séquence d'un film de Jean-Luc Godard, Capital de la douleur. Ce livre publié par Gallimard était une séquence d'une lecture dans les litières. Mais les choses plus sérieuses, n'est-ce pas, concernent dans cet petit déplacement, soit en régression, soit en avance, en pas, c'est-à-dire le passé ou le futur, ou ces dictons en italien, n'est-ce pas, nessun passerà, senza futura, aucune passé ne sera imaginable sans une projection de futur, etc. Donc le passé futur, le lieu commun de toutes les discussions. Est-ce que tu es passéiste? Non, je suis pessimiste. Est-ce que tu es futuriste? Non, je suis un peu utopique, atopique, etc. Alors, passage de frontière, venu là, resté là, revenu là, retour de fils prodigue. Sous-copé. Voilà, la fiction commence, n'est-ce pas, une tonalité de John Wayne ou de quoi, de Pont des Arts. Non, pas de Pont des Arts, mais l'un de ces ponts vidangeurs du canal Saint-Martin. Là, il y a un Aletti, n'est-ce pas, qui me faisait rire, qui faisait rire. Je crois que c'était Jean Gabin, mais je ne suis pas sûr. Je confonds même Jean Renoir et son fils
n'est-ce pas, le peintre et le cinéaste. Les doubles, notre la nuit blottie, c'était quoi? Un certain Polonais, Krzysztof Kieślowski, Eric Romer, le fils de René Scherer, non, frère de René Scherer. Alors, le cinéma français, jusqu'à là, a continué à se ravitailler pas les Coptes, pas les Druzes, je ne sais pas quoi, pas les Arméniens, à la manière de, n'est-ce pas, notre grand chanteur à l'époque, non pas Enrico Macias qui est noir, mais l'autre, Charles Aznavour, dont nous possédons un passage tragique. Alors, quoi faire avec l'histoire du monde depuis Goethe? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Goethe, pourquoi je cite Goethe? Parce qu'il a écrit un divan. J'ai écouté mes enregistrements et vu que j'ai écrit aussi un divan, c'est-à-dire non pas un recueil de poèmes, enjolivé pour une maison d'édition à la commande, non, une question, Kunstwerk, peut-être, oui, non, partiellement, oui, un témoignage, oui, d'abord, d'emblée, et quoi? Mais le problème, c'est que personne ne me le demande pourquoi. Le pourquoi, c'est un mot banni, parce qu'il se relèvera d'une métaphysique, n'est-ce pas? On va se distancier de la métaphysique, on me demandait la question de comment j'ai écrit Chéri. Voilà, ça devient une fiction. À la manière de télésécrétaire qui n'existe plus, et je ne peux plus, c'est-à-dire que je ne peux pas, je ne peux pas accumuler toutes les sédimentations, l'un plus bizarre et excentrique de l'autre, de toute l'humanité dans le bazar de la place de Saint-Marco. Alors, Michel Butor, mais c'est vous, une fois rentré, vous écrivez où, vous pensez, déjà n'aimez pas le mot de réfléchir, bon, on n'utilise pas, on utilise uniquement le mot qui sera un peu, voilà, j'ai trouvé aujourd'hui une certaine réécriture au sens noble et freudien du terme de l'histoire de la philosophie par Derrida, du côté de quoi? Du côté du changement simplement, ce qu'il appellerait dans la préface, soi-disant, de 3 essais sous le nom, n'est-ce pas? Paléonie, neurologie, etc. Mais il disait quelque chose, un mot pour un autre mot. Et ça veut dire métonome. Donc, il travaillait métonomiquement, apparemment, pour, à mon avis, ravifier entre guillemets, l'essence de la philosophie, l'essence de philosopher plutôt. Et justement dans ces séquences
que j'avais capté, j'avais déchiffré qui faisait encore une certaine métonymie dans les concepts philosophiques pour l'actualiser. C'est ça. 3 idées cosmologiques de Kant qui nous est interdite de proférer des paroles de manière raisonnable, n'est-ce pas? Alors, mais en disant quoi faire où va le monde, quoi demain, quoi va dix, n'est-ce pas? L'autre cap et les autres textes qui touchent à l'actualité de Derrida, c'est dans cet ordre-là. C'est pas définitif ce que je dis, mais c'est de l'autre d'une certaine métonymie pour rester et pour descendre dans l'idiome, et non pas pour de se survoler dans la philosophie, dans un métalangage devenu bien sûr aliéné, incompréhensible, illisible, artificiel, dû à son écriture épocale. Tout est dit là. Eh bien, métonymie, est-ce une bonne méthode? Moi, je parle ce matin d'une méthode de soustraction. En ce qui concerne mes films, l'addition. L'addition plus, c'est-à-dire la conséquence. Addition, ça se termine pas. World in progress, pour imiter une Talmud de l'époque, pour passer en revue tous les revues à James Joyce. Par un effet de gramophone, c'est-à-dire par une oui dire à travers une médium qui n'a pas ce sien. Eh bien, ça, c'est une juste interprétation en performativité, en philosophie, et pourquoi pas dans les arts, qui deviennent pour beaucoup de gens illisibles, incompréhensibles, sans substance, sous conséquence. Mais mes enfants, ce que nous circoncisons comme chien, c'est-à-dire à ma connaissance, les Chinois n'ont pas monothéistes, mais ils ont appris le bouddhisme tardivement. Je feuilletais les livres de Michel Henry, je crois, non, bon, Michel Deguy, sur l'écriture chinoise, et plein de calligraphie et tout. Bon, j'ai déjà appris quelque chose par ce monsieur François Julien sur la pensée chinoise et taoïsme, cet élitisme qui m'a envahi aussitôt, qui m'a orienté dans mes petites excursions. Et les conséquences, aujourd'hui, j'ai voulu faire quand même une peinture bouddhiste, au moins taoïste, avec les idéogrammes chinoises, mais je suis resté, je crois, très chinois, même coréen, sud-coréen, je suis resté turc.
Je serais retourné à mes ressources en faisant cette peinture, mais pendant des heures. Je serais retourné à mon niche volant, je dirais, parce que c'était une séquence que j'avais obtenue par une suite de travaux picturales. J'avais justement dans une fœtale ou fatale, j'avais capté une photo, un instant de Nietzsche, n'est-ce pas, dans son devenir, en volant. On voit Nietzsche en volant, et aujourd'hui, j'ai une deuxième occurrence, donc une récurrence nietzschéenne captée, mais dans cette scène où peut être interprétée aussi par une autre série, le retour du fils et le père défunt, donc au chevet. Le fils au chevet et ce paysage que j'ai peint involontairement, je crois que j'ai attrapé tous les critères d'esthétique du taoïsme dans la peinture. C'est pas un idéogramme, mais on peut interpréter aussi cet idéogramme. Et je suis resté très occidental comme d'avoir représenté un fils prodigue en retour aux cheveux dont son père en agonie, psychagonie, non pas psychagogie. Alors, ce tableau était très réaliste pour une simple raison, par un simple critère prononcé par Michel Deguy, que les Chinois aiment, par esthétique, les eaux du lac, car en préférence une couchée de soleil, le temps arrêté, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai obtenu quand même réussi de faire une part dans une taoïsme encore mieux réfléchi, alors que tout mes prises en image dans les forêts de pines, c'était déjà sous l'influence de mes lectures de François Julien, de son énorme livre La pensée chinoise. Je vous salue les Chinois et les Coréens et les Japonais et toutes les Indonésies jusqu'à Malaisie et les îles et les Gorguins, et je vous dis ciao, ciao. Alors je me souviens même le nom de mon voisin de palier d'il y a 40 ans, mais je ne me souviens pas exact terme qu'il a utilisé pour véritablement répéter cette sentence en ce qui concerne l'absolu sur le pape et l'absolu tel qu'il est incarné dans la personne du pape. C'était l'infaillibilité, le mot qui me manquait, l'infaillibilité. Comme toujours, je fais une certaine association de ce mot avec l'épistémologie, n'est-ce pas? Infaillibilité morale, oui, ça se comprend, tout est permis, ou bien tout peut s'absoudre dans le catholicisme au moins, mais dans la science, infaillibilité, ça n'existe pas. Il y a une expérimentation qui requiert une certaine vérification et comment
en antique, on traduit le mot de vérification dans l'expérience scientifique comme le principe de yanlışlanabilirlik, c'est, j'ai traduit littéralement, vérificabilité d'une expérience qui a obtenu un résultat positif, donc doit être réitérable et chaque fois doit donner le même résultat. C'est ça, la vérificabilité qui n'a en somme veut dire que une certaine itérabilité parfaite, identique, qui est l'essence même des lois morales ou toutes sortes d'idéalités, selon Husserl. Bon, si on traduit en turc la vérificabilité, l'une des traductions, bien sûr, c'est yanlışlanabilir, c'est-à-dire ce qu'on peut montrer comme erreur, falsifier. Donc, falsifier avec une autre expérience, ça c'est une crise dans les sciences, mais ce n'est pas une crise de paradigme, c'est dans l'attitude latérale, horizontale, c'est leurs affaires à eux. Mais infaillibilité, c'est au sens d'une décision. C'était quoi? Entschlossenheit, n'est-ce pas, d'un pape sous le régime de Hitler ou n'importe quoi, suivant l'influence de frankisme à Chili, en Argentine, je ne sais pas quoi, peut-être en Brésil. Infaillibilité catholique veut dire que l'Iran et sa conception de infaillibilité ou indiscernabilité d'un souverain mondain est un souverain, dit-on, spirituel. Donc tout est uni dans une personne. Donc Messie chez les chrétiens catholiques et chez les musulmans chiites, les chiites d'Iran, Messie est déjà arrivé, à condition que à condition qu'une certaine historialité fictive en historien de retarder la venue, ou bien, selon notre conception, accélérer sa venue, n'est-ce pas, Martiorette? Voilà, une petite collection, comme une note en bas de page.